Voici Info.tvc en manchette. Retour du relais pour la vie dans la Matapédia. Vente d'objets promotionnels originaux pour le 100e anniversaire d'Albertville. Service de premier répondant de nouveau en fonction dans le secteur Est. Jacques Morin, conférencier, vous invite à vivre le chemin de Compostelle sans vous y rendre. Semaine de l'agriculture matapédienne du 22 au 28 février. Dévoilement de la présidente d'honneur de la campagne de financement du CEMEC. Activité gratuite dans la Matapédia. Et pourquoi c'est si important d'utiliser le bac brun. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. On vous parle encore une fois de plein d'actualités qui se sont passées et qui vont se passer dans la Matapédia. Et on commence tout de suite avec une rencontre que Nathalie a eue avec Ghislaine Gagnon, qui est sur le comité organisateur du Relais pour la vie, qui vous annonce une 5e édition dans la Matapédia et qui vous invite à vous impliquer si vous y êtes intéressé. Madame Gagnon, d'abord, on va vous présenter parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit ici en studio. Mais vous étiez déjà venu un peu là, voir la TVC, mais ça fait quelques années. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, mon nom, c'est Ghislaine Gagnon. Je suis retraitée depuis peu, depuis le mois de juin. J'ai travaillé surtout dans le domaine de l'emploi au Centre local d'emploi d'Amqui pendant nombre d'années. Et j'ai toujours eu à cœur cette cause-là. Toutes les causes sont bonnes, mais la cause du cancer, je crois qu'on n'a pas besoin de faire de grands discours pour dire aux gens, 1 sur 2, je pense qu'on est rendu là. Donc, il faut amasser des sous, il faut aider les gens qui sont aux prises avec cette maladie-là. Ça fait combien de temps que vous vous impliquez pour Relais pour la vie? On est cette année à notre 6e année. Je n'ai manqué que la première. Je suis là depuis l'an 2. Au début, j'ai été participante dans une équipe. Dès la 2e année, qui était la 3e en réalité, j'ai offert d'être bénévole. Donc, j'ai été bénévole pour la journée du relais et pour la vente de luminaires qu'on fait sporadiquement là, les mois qui précèdent le relais. Mm-hmm. Et l'année suivante, là, je suis devenue membre du comité organisateur. J'étais responsable des équipes et j'ai été responsable des équipes durant 2 ans. Cette année, je suis vice-présidente du comité organisateur du 6e relais. Vous avez monté beaucoup d'échelons. Oui. Quand est-ce que ça va avoir lieu cette année? Comment ça va se passer? Ça va être sûrement encore à Lac-aux-Saumons. Oui, on a gardé le même site, la même formule. Donc, au parc du Centenaire de Lac-aux-Saumons, de 7 h le soir à 7 h du matin. Donc, c'est un relais de nuit, comme la majorité des relais. Et c'est le 6 juin cette année. C'est un petit peu plus tôt que les années précédentes parce qu'on était toujours autour de la fête des pères, de la Saint-Jean-Baptiste. Et cette année, on est au début. Ça causait quelques problèmes un peu d'être trop près de ces événements-là. Il y en a qui disaient, bien, on est à l'extérieur ou on ne sera pas dans le coin. Fait que pour recruter les équipes et les bénévoles, on a pensé, en tout cas, devancer un peu. Puis il y avait d'autres événements, je crois, aussi, là, en même temps. On essaie, puis je trouve ça correct dans la Matapédia, puis un peu partout. On essaie de ne pas se nuire quand même quand on fait des activités de ce genre-là qui demandent de mobiliser les gens. Mm-hmm. Mobiliser beaucoup de personnes parce qu'il y a plusieurs postes qui peuvent être comblés là, pour les bénévoles. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle façon on peut s'impliquer? Dans notre communiqué, on a donné un numéro de téléphone qui est le numéro de notre président. Vous pouvez contacter Gaston Dubé ou moi-même, Ghislaine Gagnon. On a des postes, c'est sûr, cette année, beaucoup de postes au niveau du comité organisateur. On a au moins 3 ou 4 postes vacants. Donc, ça fait plus de travail pour les autres membres du comité. On a 8 comités en tout. Donc, on aurait besoin d'aide là, cette année. C'est sûr que des bénévoles aussi pour la journée même ou la vente des luminaires ou les activités qui précèdent le relais, on en a toujours besoin. Ça vous tente de donner 1 heure, une journée
être membre du comité, donner un petit peu plus de temps, malgré que c'est pas tant que ça. Mais appelez-nous, puis on va vraiment vous diriger puis vous informer là, sur quel genre d'application vous pouvez faire pour nous aider. On sait que cet événement permet d'amasser une grosse somme d'argent. Cet argent-là va où exactement? Est-ce que vous pouvez le rappeler? C'est principalement la recherche, mais on a aussi de l'aide aux personnes, là, du soutien aux personnes qui vivent avec le cancer, puis les proches aussi. Et on peut aider aussi, j'avais noté ça, service aux personnes, la recherche, défendre les intérêts des personnes qui sont atteintes et informer la population. C'est beaucoup aussi de l'information, parce que c'est important, là, la prévention, l'information. C'est en gros le mandat de la Société canadienne du cancer. C'est aussi pour Trotibus, hein? Oui, c'est un de nos projets qu'on a réalisé dans la Matapédia. Donc, il y a plusieurs écoles d'impliqués, puis les jeunes participent. Et nos trotibus sont venus l'année dernière à notre activité, puis en principe, devraient revenir aussi cette année, là. Ils ont même donné un petit coup de main pendant le repas. Ça a été vraiment bien, là. Alors, ça demande beaucoup de préparation. Vous allez commencer bientôt, sûrement. Donc, les bénévoles sont appelés à vous joindre jusqu'à quand exactement? On n'a pas de date limite. Les gens peuvent nous rejoindre même la semaine ou les 2 semaines avant le relais pour dire « Oh, j'ai entendu parler de votre relais, j'ai du temps un peu à vous donner. » Tout le monde est bienvenu. Parce que la journée du relais, il ne faut pas oublier que c'est à 7 heures le soir, mais nous, on est là dès 7 heures le matin pour tout préparer, le site, les kiosques. La tente est déjà montée la veille, mais c'est vraiment une grosse organisation. Alors, des bénévoles, tout le monde est bienvenu. Puis, il n'y a pas de petit nombre de temps d'implication. Tout est accepté. 1 heure, ça serait déjà très bien, là. Fait que... Et il faut aussi former des équipes là, pour pouvoir participer. Pour ça, je pense qu'on fait relais pour la vie, puis on trouve facilement. Société canadienne du cancer, puis après ça, vous pouvez aller dans le relais pour la vie Matapédia ou directement relais pour la vie Matapédia. Vous allez aller dans notre site. C'est-à-dire que pour l'inscription, c'est Société canadienne du cancer. Pour avoir accès à notre Facebook, du relais pour la vie de la Matapédia, bien là, vous allez sur Facebook, tout simplement. Mais l'inscription se fait sur le site de la Société canadienne du cancer. C'est pas compliqué, mais encore là, dans notre communiqué, on vous a mis le nom de notre coordonnateur régional que vous pouvez contacter si vous dites, bien, je vais sur le site, c'est un petit peu difficile, je comprends pas, ça bloque. Tchaillé va vous donner un bon coup de main pour vous inscrire. Puis ça, bien, c'est dès aujourd'hui, là, les inscriptions, que ce soit en individuel, en équipe. Et je voudrais aussi un peu démystifier, parce que quand on parle aux gens d'une marche qui dure toute la nuit, les gens pensent qu'on doit marcher toute la nuit et qu'on doit être en super forme. C'est pas le cas du tout. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un relais. Les équipes se relaient entre eux. 1 ou 2 de l'équipe marchent à la fois. Puis les personnes qui sont seules ne sont pas obligées de marcher toute la nuit, là. Ils peuvent prendre des petites pauses. On a un beau gros chapiteau. On leur sert des breuvages, une petite soupe pour se réchauffer. Donc, non, là, on n'a pas besoin d'être en super forme là, pour faire le relais pour la vie. Pas du tout. Et quel est votre objectif pour cette année? Donc, oui, la première année, ça a été un engouement. On a ramassé 100 000 $. Mais à chaque année, c'est sûr qu'on comprend ça aussi, là, ça a diminué toujours un peu. L'année dernière, on a atteint en montant d'argent 39 700. On a eu 14 équipes et on a vendu 500 luminaires. Donc, cette année, on a mis 40 000 comme objectif, mais ce qui est un objectif, c'est fait pour être dépassé. On a mis 15 équipes et on est à 500 luminaires aussi. Mais cette année, l'année dernière, les luminaires, ça a été vraiment moins que les autres années. Donc, on met 500 quand même, mais on sait qu'on va vendre beaucoup plus de luminaires que ça, là. Puis, l'entrevue va sûrement aider à rappeler aux gens que le 6 juin, bien, c'est le relais pour la vie, puis que c'est très important. C'est une cause qui nous tient tous très à cœur. Il me reste à vous remercier d'être ici aujourd'hui pour faire l'appel à tous. Et puis, je vous souhaite une belle équipe pour pouvoir amasser le maximum. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Puis,
J'invite encore tout le monde là, à prendre le téléphone ou aller sur Internet, vous inscrire. On a vraiment besoin de vous. De grosses festivités sont attendues à Albertville cet été pour le 100e anniversaire de la municipalité. Monsieur Sénéchal, on est ici pour parler du centenaire d'Albertville. Ça fait beaucoup jaser, de grosses préparations pour un peu plus de 200 personnes. Puis là, ben vous avez en plus créé des objets promotionnels pour vous amasser de l'argent. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ces fameux objets promotionnels? Ben oui, présentement, ce qu'on a de sorti comme objet, c'est on a un beau verre à bière qui est gravé avec le logo d'Albertville, naturellement, le logo du centenaire. On a un stylo, qui est un objet qui est très courant, mais qui est très pratique. Donc, tout le monde en veut un. Des autocollants, que ce soit pour l'automobile ou autre chose. Un sticker, excusez l'anglicisme. Et on a une petite nouveauté en collaboration avec la chocolaterie Bellegarde. On a développé une petite boîte spécialement pour Albertville de 4 chocolats aux saveurs de produits qui viennent d'Albertville. On peut les nommer. Oui, on peut les nommer. Il y en a un au petit thé, un au thé du Labrador, un au mélèze et un au Méric Baumier. Et déjà, vous avez fait la distribution aux maires qui étaient présents pour le souper des maires qui se passait à Albertville. Ben oui, la municipalité d'Albertville recevait justement le souper des maires, le souper de la MRC. Et ils ont eu généreuse idée d'offrir un petit cadeau à chacun, dont un échantillon de nos chocolats. Et ça, ça peut donner l'occasion de créer plusieurs événements pour le centenaire. Parce que si vous amassez assez d'argent, vous allez pouvoir faire plusieurs activités. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-unes là, qui sont déjà prévues? Au niveau des activités qui s'en viennent ou de la semaine en particulier? Ouais. Parce qu'on a la semaine du centenaire, la grosse semaine du centenaire, c'est du 16 au 19 juillet. Je peux te décrire un peu ce qui va se passer au courant de cette semaine-là. Ça commence le jeudi, la partie protocolaire, si on veut, le départ des activités. Durant la soirée, on va avoir des comptes. Et tout ça va se terminer auprès de feu de camp. Donc, c'est pour le jeudi. On va commencer ça quand même assez tranquillement. On a des groupes qui sont déjà bookés, dont je ne parlerai pas parce que la programmation s'en vient. On va faire le lancement de la programmation officielle très bientôt. Donc, on en parlera un peu plus précisément là-dedans. Mais on a, avec nous sur le comité, on a une petite aide. On a Michel Coutu qui est avec nous, qui est originaire d'Albertville. Donc, il nous a aidé, il nous a donné un bon coup de main au niveau des groupes. Ouais. Donc, non, ça va avoir de l'allure comme programmation. Ce qu'on a de spécial aussi, un ancien Albertville est en train d'écrire une pièce de théâtre qui est spécifiquement pour nous. Donc, c'est un ancien résident, un jeune qui vient de chez nous. Ensuite de ça, on va avoir une parade. La parade qui va être quand même spéciale. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont être là. Pour les nostalgiques, qui vont pouvoir voir plusieurs affaires. Et aussi, on va avoir un petit peu d'animation, un groupe musical qu'on peut appeler une fanfare qui va faire partie de la parade aussi. Ça, c'est confirmé aussi. Et au niveau des activités, on a aussi naturellement des expositions. Des expositions d'antan, expositions photos. Quand on parle d'exposition, il y a aussi le magasin général. Le fameux ça, c'est toute une nouvelle. Oui, c'est ça. C'est les propriétaires, les nouveaux propriétaires, on va dire. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils l'ont acheté. Ils ont décidé d'ouvrir les portes du magasin général, l'ancien magasin général Grenon. Donc, ceux qui se souviennent, ceux qui savent comment c'était, vont pouvoir le revivre durant la fin de semaine du centenaire. C'est vraiment intéressant. Bien hâte d'aller visiter ça. Et il y a des activités qui s'en viennent aussi prochainement?
Bien, des activités, on n'a rien de précis encore. C'est sûr que, bon, au niveau du mois de mai, on va avoir une messe spéciale à l'église parce que c'est le 20 mai. Donc, la messe, ça ne sera pas le 20 mai, mais c'est le 20 mai qui est la date de création, de fondation de la municipalité. Parce que j'ai oublié de dire ça aussi, Monseigneur Grondin va venir durant la semaine des activités du centenaire au mois de juillet pour une messe dominicale. Justement le dimanche. Et puis, au niveau des activités, mais il y a quand même des regroupements, un peu Albertville, les 50 ans et plus, tout ça. Et tout au long de l'année, il va y avoir des activités qui vont avoir un lien avec le centenaire un peu partout. Le comité de développement qui s'implique beaucoup aussi. On va faire appel à tout notre monde. Et je pense que vous avez besoin de bénévoles pour réussir à faire tout ça. Bien, en réalité, on peut dire que 90 du village va être bénévole en partant. Parce qu'on a déjà quand même un bon comité pour la préparation du centenaire. Et chaque sous-comité va avoir des besoins, naturellement, en bénévole. Fait que tous ceux qui aiment et qui sont originaires d'Albertville, qui veulent venir donner un coup de main, bien, sont les bienvenus. C'est sûr et certain. On ne rejettera pas personne. Et pour donner son nom, c'est possible de le faire comment? Oui, bien, on peut se servir de la page Facebook, parce que au niveau du centenaire, le comité du centenaire a une page Facebook, en téléphonant à la municipalité d'Albertville aussi, ou en me contactant, ou en contactant un des membres du comité organisateur. Il n'y a pas de problème. Et avant de terminer, j'ai cru entendre tantôt à micro fermé qu'il y a un livre qui est en train de se réaliser. Oui. C'est pas complété encore. C'est sur une bonne voie, par exemple. C'est un livre, naturellement, à caractère, on va dire, historique, au nouveau, parce que 100 ans, c'est quand même un petit peu d'histoire. Et puis, au 75e, il y avait eu déjà un livre qui avait été fait au niveau historique. Donc, on relate un peu les 75 premières années, mais il va se concentrer beaucoup, le livre va se concentrer beaucoup sur les 25 dernières années, justement, de la municipalité. Ça va être très intéressant. Eh bien, merci beaucoup de votre passage ici. Et puis, on vous souhaite de belles festivités et un appel à tous pour acheter vos objets promotionnels. Pour acheter les objets, naturellement, puis aussi venir participer. On vous invite déjà à réserver vos dates au mois de juillet, du 16 au 19. Certainement. Merci. Merci beaucoup. Une excellente nouvelle pour les habitants du secteur Est de la Matapédia. Le service de premier répondant est de retour. Et Nathalie a rencontré Ghislain Paradis et André Fournier pour vous en parler davantage. Monsieur Paradis, on se retrouve ici pour une bonne nouvelle. C'est le retour des premiers répondants dans le coin plus de l'Est, du secteur Est. Oui. Puis, on parle ici de 8 premiers répondants dans ce secteur. Mais il y a une différence entre la formation, c'est PR3, PR1. C'est quoi la différence? Les anciens étaient PR3. Là, sont descendus PR1. La différence PR1, c'est qu'ils répondent lorsqu'il y a des arrêts cardio-respiratoires, allergies sévères. PR2, tu rajoutes le trauma aux deux que ce que je viens de dire. Et PR3, tu rajoutes tout ce qui est blessure ou maladie. C'est vraiment la différence qu'il y a entre les trois, PR1, 2 et 3. Mais quand même, ils sont capables de prendre quelqu'un en charge quand ils arrivent pour, si jamais il y a autre chose, bien, ils sont quand même capables de réagir. Oui, ils ont quand même la formation, puisque dans les 8 qui sont là, ils ont déjà tous été les 8 PR3. Ça fait qu'ils sont capables de réagir, comme tu dis, dans une situation qui pourrait évoluer là, sans problème. Ça fait partie de la formation aussi quand même, qu'on parle d'un 16 heures pour PR1 versus 60 heures PR3. Mais il y a quand même toutes les choses de base, pareil, en PR1, pour être capable d'intervenir adéquatement. Et il y a quand même possibilité d'avoir d'autres personnes qu'on peut recruter pour ce service. Bien oui, présentement, on est 8. On aimerait monter ça à 10-12 pour que ça soit plus facile parce qu'ils vont être volontaires. Hein? Comme les pompiers, ils vont avoir un messager. Vous excuserez l'anglicisme, ils vont être pagés lorsqu'il va y avoir un appel. Les 2 premiers qui arrivent
à l'hôtel de ville vont récupérer les équipements pour aller porter secours à la personne. Et on est en recrutement. Si les gens peuvent nous rejoindre, soit à moi ou Patrick Roy au 629-61-56, poste 1151, on va se faire un plaisir de vous répondre, ou à la municipalité de Causa-Piscale, parce qu'il faut résider à Causa-Piscale et avoir un automobile pour pouvoir être prêt premier répondant. On s'entend justement que c'est à Causa-Piscale que les premiers répondants se trouvent. C'est pas à Sainte-Florence, autour, là, c'est vraiment pour être centré. Oui, c'est placé stratégiquement. Parce que s'il y a un appel, ils peuvent partir de Causa-Piscale, aller à Sainte-Marguerite, Sainte-Florence, et non partir d'un bout à l'autre à Albertville. Ça ne serait pas logique de partir de Sainte-Florence, aller à Albertville sur un appel, autrement dit. Et puis, dans le secteur ouest, est-ce qu'il y a possibilité de recruter aussi des gens? Bien, absolument. Secteur ouest, oui, on manque de monde aussi. Ils peuvent m'appeler moi aussi ou André Véraud au service incendie pour le recrutement, là, oui, absolument. Est-ce que ça demande quand même beaucoup de temps? Est-ce que c'est très demandant? Bien, PR1, c'est plus facile, premier répondant à PR1, parce que c'est 16 heures de formation, tandis que PR3, c'est 60 heures. Et comme je vous disais, le nombre d'appels augmente. Pour vous donner un exemple, à Causa-Piscale, on va partir d'environ 200 appels à 10 à 15 appels par année. Ça fait que c'est toute la différence, hein, parce que le mot le dit, c'est des PR volontaires. Ça fait qu'ils ont un emploi, puis ils partent de leur emploi pour être capables d'aller porter secours à ces gens-là. C'est pas toujours évident là, pour ces personnes-là. Mais c'est quand même... est-ce que ça prend une forme incroyable pour réussir à faire la formation? Non. Faut, comme je disais, à l'âge de 18 ans, avoir un véhicule. Mais non, pas mal. La plupart des gens sont capables de répondre aux exigences. Alors, l'appel est lancé et puis c'est une très bonne nouvelle là, pour le secteur Est. Merci beaucoup. Merci. Nous nous retrouvons maintenant à Causa-Piscale pour voir exactement comment ça se passe maintenant, les premiers répondants. C'est quoi la différence entre ce qu'il y avait avant puis maintenant? OK. À l'époque, les premières cohortes qui ont été formées, c'était ce qu'on appelait des PR de niveau 3. Donc, ils pouvaient aller sur beaucoup d'appels. Mais c'était très lourd parce qu'il fallait faire des horaires à chaque mois, puis s'assurer qu'on couvrait 24 heures sur 24, 365 jours par année. Au fil des années, des gens ont vécu, je dirais, un certain épuisement ou un manque de disponibilité. La vie change, dans le fond. Et puis, on n'était plus assez pour couvrir parce que lorsque tu donnes 24, 48 heures, 70 heures dans ta semaine de disponibilité, il faut que tu sois à Causa-Piscale, c'est un peu complexe. Maintenant, on est de niveau premier répondant, niveau 1. On va seulement sur des appels majeurs, comme par exemple un arrêt cardio-respiratoire, un problème d'allergie sévère, par exemple, qui nécessite de l'épipène. On en voit de plus en plus de ce genre de problématiques-là. Dans le fond, on va se déplacer pour des choses graves, qui ont des importances, qui peuvent questionner la vie d'une personne. Donc, mais la façon de fonctionner aussi est très différente, dans le sens qu'on ne fait pas un horaire au début du mois. Tous les premiers répondants, actuellement, on est 8. On a un téléavertisseur, pas téléavertisseur, mais un padjet qu'on dit souvent. Et aussi, on est équipé avec des cellulaires. On a nos cellulaires où on reçoit un message comme de quoi qu'on a un appel, qu'il y a une personne en difficulté. Donc, à ce moment-là, tous ceux qui sont disponibles, si on est 2, 3, 4, il faut être au minimum 2, viennent ici à l'hôtel de ville de Causa-Piscale. Le matériel est entreposé ici. Là, on l'a sorti pour les besoins de la cause. On prend le matériel et tout de suite, on peut aller directement à l'adresse de la victime pour pouvoir les aider. Ce qui fait qu'on pense de cette façon-là, pouvoir offrir le service 24 heures sur 24. Sur 8, il y a toujours au moins 2 personnes qui sont ici à Causa-Piscale qui peuvent être disponibles. Il y a des ententes qui sont faites avec certains employeurs le jour. La nuit, c'est plus facile, mais le jour, quand tu travailles, il faut que ton employeur soit prêt à te disponibiliser. Mais comme un appel de premier répondant, ça ne dure pas habituellement des heures parce qu'on arrive avant les ambulances ou simultanément des fois. On fait le travail avec eux autres et lorsque la victime est partie pour le centre hospitalier, à ce moment-là, nous autres, on est dégagés. Fait que souvent, un appel va durer maximum 1 heure, à moins qu'on accompagne la victime jusqu'à l'hôpital, ce qui peut arriver aussi. Donc, c'est un fonctionnement qui est différent. Les gens qui ont suivi la formation de quelques semaines seulement étaient plus emballés de cette façon de faire-là. C'est moins exigeant en termes de disponibilité. Donc, on vient à partir du moment où on est disponible. Comme aujourd'hui, moi, je suis à Causa-Piscale, je suis premier répondant, ça sonne, je peux venir. Puis, lorsqu'on est 2, on part avec le matériel. Merci beaucoup, ça complète très bien. Merci.
Le chemin de Compostelle, c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé? Eh bien, Nathalie a eu la chance de rencontrer Jacques Morin, qui a fait le chemin de Compostelle plusieurs fois dans sa vie. Il vous raconte ses expériences et, qui sait, vous donnera sûrement le goût de vous acheter vos billets d'avion. Monsieur Morin, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous êtes allé d'ailleurs à la bibliothèque Madeleine Gagnon dernièrement. Et puis, on s'est rencontrés un peu pour ça. Puis j'aimerais vous présenter à la population, dire qui vous êtes, en savoir un peu plus sur vous finalement. Alors, j'habite à Québec, Sainte-Brigitte-de-Laval, au nord de la ville de Québec. Je suis un passionné du mieux-être. Depuis l'âge de 5 ans, je sentais quand j'étais enfant que j'avais envie de me sentir mieux parce que j'avais des variations d'émotions, comme tous les êtres humains. Et toute ma vie, j'ai cherché à me libérer de ce qui rendait la vie difficile. Puis, curieusement, le chemin de la vie, moi qui n'aimais pas marcher, m'a amené un jour à marcher 800 km sur le chemin de Compostelle. Et cette expérience-là a transformé ma vie, puis c'est là que j'ai commencé à faire des conférences. Et dites-moi, quel parallèle vous pouvez faire? Parce que là, vous dites, vous avez fait 6 fois Compostelle. Quel parallèle vous pouvez faire entre faire le chemin de Compostelle, on sait que c'est pas n'importe quoi, là, et l'appliquer au bureau pour prévenir un peu l'épuisement professionnel? Alors, j'ai marché 6 fois sur les chemins de Compostelle. J'ai fait 1 fois l'Espagne au complet et par la suite, j'ai fait d'autres segments et j'ai accompagné des groupes. Donc, depuis 2006, j'ai fait 6 voyages pour parcourir le chemin. Et Compostelle au bureau, les ateliers que j'offre en entreprise, permettent aux gens d'aller voir en dedans d'eux qu'est-ce que c'est que cette expérience-là. Parce que beaucoup de gens rêvent toute leur vie de faire Compostelle. Et je leur dis, à tous les jours, on a des occasions de vivre ce qu'on va chercher sur le chemin de Compostelle. En fait, ce n'est pas nécessaire de le faire, à moins qu'on sente un appel très puissant. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu un appel inexplicable et j'ai fait le chemin. Et à partir de là, j'ai rencontré mes limites et j'ai appris que mon corps doit être géré d'une certaine façon si je voulais tenir la route. Et de quelle façon on peut appliquer votre méthode pour avoir un peu le même effet que Compostelle, mais en restant au bureau? Alors, j'ai pas la prétention de dire que c'est une méthode parce qu'on est tous différents, les êtres humains. On a tous des chemins différents. Chaque jour est différent. Prendre conscience qu'on a un véhicule qui est un corps humain, comme une voiture, mais encore plus complexe. Et on peut lui en demander beaucoup à cet outil-là qu'est le corps. Surtout quand il y a de la performance à donner au travail. C'est magnifique. On peut le vendredi terminer une grosse commande, puis après ça, tout le monde va prendre une bière, puis on se félicite. L'être humain a cette faculté-là d'instinct, d'agir dans l'urgence. Mais si ça devient un mode d'opération constant, le corps se fatigue et se brise. Et c'est beaucoup plus coûteux pour un employeur d'avoir des gens en épuisement, en maladie, que d'avoir des gens qui vont être productifs parce qu'ils aiment leur travail. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est un processus. Comme toute l'expérience humaine est un processus, comme le chemin est un processus de retour à soi. Donc, vous avez rencontré des groupes, vous avez parlé un peu de c'est pas une méthode, mais de cette façon de faire, on peut dire. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui ont appliqué ça dans leur vie? Bien, je pense spontanément à quelqu'un que j'ai rencontré sur un avion qui s'en allait à Bordeaux faire le chemin du Nord, le Camino del Norte, un des chemins les plus durs de Compostelle. Et c'était un agent immobilier sur le plateau Mont-Royal. Et en revenant du chemin, il m'a dit « J'étais en train de me tuer au travail. Et aujourd'hui, chaque journée est merveilleuse. Et j'ai doublé mes chiffres de vente. » Et là, j'ai dit, OK, je vais te suivre là-dessus. Ça fait à peu près 3 ans de ça. À tous les 6 mois, je lui téléphone. Et c'est resté. Parce qu'il est entré à l'intérieur de lui. Il a vu ses limites, mais c'est surtout aussi qu'il s'est apporté le droit de faire quelque chose qu'il aimait. C'est très important de faire des choses qu'on aime dans la vie. C'est peut-être l'outil le plus puissant. Parce que si je fonctionne à partir de la peur du manque et de la contrainte, je baisse mon énergie vitale.
Et si j'apprends à faire ce que je fais avec plaisir, dans la satisfaction du travail bien fait, même s'il y a des imprévus, même s'il y a des choses qui nous font pester constamment, c'est quelque chose qui se développe dans un processus. Et je peux vous dire que j'ai pas de cas qui me viennent à l'esprit, mais je peux vous dire que moi, mon efficacité a grandi au travail, ma santé a grandi, puis que j'ai vraiment du plaisir dans tout ce que je fais, ce qui n'était pas mon cas avant. J'étais toujours en attente de quelque chose, j'étais toujours fatigué, même mal à la tête le jeudi soir. Et ces pistes-là que je transmets en entreprise, dans des ateliers, sont des choses que les gens vont dire « Ah oui, ça, celle-là, ça me parle. » Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire des étirements musculaires ou du yoga. Ça peut être se donner 1 heure dans une semaine. Ça peut être de se donner 1 minute de silence. Ça peut paraître banal, mais c'est extrêmement puissant. Juste d'arrêter le mental et de retourner à l'intérieur où la vérité est toujours présente. Et pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de vous rencontrer à la bibliothèque Madeleine Gagnon, est-ce que c'est possible de faire appel à vos services pour je sais pas, une conférence ailleurs ou un atelier de groupe? Absolument. J'ai une page Facebook, Jacques Morin, Compostelle. On peut m'envoyer un message et j'offre des ateliers de 2 heures ou d'1 journée en entreprise ou des conférences. Il y a même la dimension physique qui est apportée parce que sur le chemin, on vit des choses physiques. Donc, je permets aux gens d'expérimenter avec leur corps, mais surtout de partager aussi à partir de leurs besoins pour ceux qui veulent exprimer là où ils ressentent des difficultés. Simplement de partager ce que moi j'ai expérimenté et qui a marché pour moi et pour beaucoup de gens qui ont choisi tout simplement de retourner progressivement vers eux. Alors, ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Morin, de votre visite Nathalie. ici. La semaine matapédienne de l'agriculture est de retour encore une fois cette année. Une belle occasion de mettre de l'avant l'agriculture et les agriculteurs matapédiens. Anne, nous sommes ici bien entourés par tes vaches pour parler de la semaine de l'agriculture matapédienne. Qu'est-ce qui va se passer au juste durant cette belle semaine? Bien, d'abord, la semaine va être du 22 au 28 février. Puis, il y a plein d'activités qui sont prévues. Ça commence avec un atelier familial où toutes les petites familles sont invitées au gymnase de Sébec samedi, le 22 février, pour un atelier avec les jeunes de 5 à 12 ans et leurs parents. Puis ça va se poursuivre toute la semaine avec un entraînement, le brunch annuel, la formation, puis finalement l'anti-gala qui va clôturer la semaine le vendredi soir à la salle au Lac aux Saumons. Toujours très populaire, tout ça. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi c'est important l'agriculture. L'agriculture, c'est important parce que les animaux, ils ont besoin de nous pour survivre, puis nous, on a besoin de les animaux pour pouvoir nous nourrir parce que dans le temps, tout le monde avait des fermes parce qu'il n'y avait pas d'épicerie. Puis là, il y en a moins qu'il y a des fermes parce que là, ben, il y en a qui ont des fermes puis ils produisent du lait. Plusieurs familles. Oui. Puis les étapes sont plus grosses. Puis ta famille fait partie de ces familles-là. Félicitations. Et si on veut plus d'informations, où peut-on trouver les infos? Il s'agit de suivre la page Facebook de la Semaine de l'agriculture matapédienne. Tous les ateliers, les informations, les brunchs sont là-dessus. Puis sinon, allez au MAPAC pour des billets. Je pense que c'est disponible. Là. Il y a de l'information là-bas aussi. Merci beaucoup. Merci à toi, ma belle Violette. De rien! Nous nous sommes rendus à la conférence de presse de la Fondation du CEMEC qui fait le lancement de sa campagne de financement pour cette année. Et on vous présente ses 2 présidents d'honneur. La Fondation est très heureuse de lancer sa 17e campagne de financement. Cette campagne de financement-là a pour but de soutenir nos étudiants qui ont choisi de poursuivre leurs études postsecondaires dans notre Matapédia. J'aimerais faire un bref retour sur la mission de la Fondation, puis ainsi sur les retombées économiques que ça a pour notre région. La Fondation, sa mission, c'est d'assurer la pérennité de notre CEMEC à long terme là, dans notre Matapédia. Les retombées, qu'est-ce que ça apporte à notre région? On en parle des fois pas assez souvent, mais c'est énorme.
C'est plus de 3 millions en retombées directes ou indirectes pour notre région. On freine l'exode des jeunes. Ensuite de ça, on maintient l'étude postsecondaire pour les adultes. Ça aide nos entreprises, justement, à dénicher de nouveaux talents. Donc, c'est très important. Puis, au final, on permet d'économiser vraiment beaucoup d'argent pour les parents d'ici, au lieu d'envoyer leurs jeunes étudier à l'extérieur. Ça coûte des montants qui sont énormes. On est capable de les garder en région. Puis, éventuellement, là, ils peuvent poursuivre leur emploi ici dans notre Matapédia. Dans les 16 dernières années, on s'est impliqué pour un montant total de 400 000 $. Qu'est-ce qu'on prévoit pour les prochaines années? C'est de poursuivre à la hauteur de 25 000 $ annuellement. Donc, cet argent-là va où? C'est beaucoup des projets entrepreneuriaux, des projets sportifs, des voyages humanitaires, éducatifs. On souligne aussi les méritas au niveau des bourses d'études. On en remet beaucoup à chaque année. Donc, c'est vraiment vers ça que se dirige l'argent. Je vais faire un petit parallèle avec la raison de mon implication dans cette fondation-là. Quand on m'avait parlé de la fondation, je trouvais ça génial qu'une fondation comme la nôtre ait un impact direct sur la rétention des jeunes chez nous. Puis on les aide justement à se développer, poursuivre certains projets. Quand Sébastien Bouliane m'avait parlé de la fondation initialement, il m'avait concrètement donné l'exemple d'un sportif qui veut poursuivre sa discipline sportive, mais on n'a pas ce sport-là ici. Nous, ce qu'on va faire, on va contribuer financièrement à ce qu'il puisse poursuivre son sport ailleurs, tout en demeurant au cégep ici. Donc, c'est une des raisons qui m'avait conquis. Étant un sportif moi-même, j'avais trouvé ça vraiment bien qu'on pousse nos jeunes justement dans ce sens-là. Ensuite de ça, pour toutes ces bonnes raisons-là, c'est pour ça qu'on va solliciter justement la contribution de notre Matapédia, autant au niveau des villes, des entreprises, des particuliers. On va solliciter tout le monde comme on le fait à chaque année. On est vraiment reconnaissant de la contribution des villes, mais aussi des entreprises qui représentent 70% justement des dons qui sont effectués. Donc, c'est très important pour nous. Cette année, ce qu'on vise aussi, on vise à solliciter davantage au niveau particulier. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va faire un tournoi de hockey qui va viser à amasser des fonds à la fin avril. Donc, les détails vont être divulgués sous peu. Mais ça va être une belle façon de, justement, participer et contribuer à la fondation du CEMEC pour amasser des fonds. Notre objectif annuel, c'est quoi? C'est 30 000 $ pour cette année, qu'on vise encore une fois. Les modalités de contribution vont être publiées dans l'avant-poste via la radio Rouge FM et la télévision communautaire. On va pouvoir aussi contribuer au niveau du site Internet au fondation.centrematapédien.qc.ca. Ça va être assez facile justement de contribuer de cette façon-là. Puis il va y avoir davantage d'informations qui vont être disponibles via nos lettres de sollicitation, puis également sur la page Facebook du CEMEC. Donc pour terminer, cette 17e campagne-là va être sous la présidence d'honneur de Mme Christina Michaud, qui est députée d'Avignon, Métis, Matane, la Matapédia. Faut que je regarde, c'est quand même long comme nom. Fait que je vais la laisser nous dire pourquoi elle a accepté ce mandat-là. Bien, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés aujourd'hui pour ce beau moment, le lancement de la campagne. Écoutez, en tant que matapédienne d'origine puis députée de la région, ça me fait plaisir d'accepter ce beau mandat-là, ce rôle de présidence d'honneur de cette campagne. Alexandre vous a déjà parlé un petit peu de la fondation, qu'est-ce qu'elle fait, sa mission en fait, la pérennité le seul établissement au fait postsecondaire de la vallée de la Matapédia. Qui dit études postsecondaires dit rétention des jeunes en région. Donc, on en a parlé un petit peu. Il n'y a pas de secret. Si on veut garder les jeunes chez nous, faut leur offrir des opportunités à la hauteur de leurs ambitions. Donc, c'est un peu ce que la Fondation vient faire avec les jeunes. Alexandre a pris mon exemple. Si on pratique un sport à l'extérieur, ça peut être super intéressant d'être soutenu financièrement par la Fondation, mais c'est aussi des projets de coopération internationale. On le voit quand on a une expérience directement sur le terrain, ça apporte tellement plus à l'expérience scolaire qu'offre le CEMEC. Donc,
En tant que communauté, je pense que c'est important de s'occuper de nos jeunes. C'est beau de voir des jeunes s'impliquer pour les jeunes aussi. Puis, ben, pour une région, c'est autant bénéfique pour eux que pour nous de les avoir. Sinon, quand les jeunes partent, ben, c'est une perte de savoir, c'est une perte de dynamisme pour la région, puis c'est la dévitalisation tranquille de notre petite communauté. Donc, on veut contrer ça, puis il y a des gens qui travaillent chaque jour au CEMEC, à la Fondation, pour s'assurer de lutter contre ça. Puis ils font un travail assez important là, d'attractivité parce oui, il y a des beaux programmes pour les jeunes qui sont déjà ici, mais on veut en attirer d'autres aussi. Donc, il y a également la formation continue qui est offerte par le CEMEC qui permet, oui, aux jeunes, mais aussi aux entreprises d'ici qui veulent avoir une valeur ajoutée pour leurs employés puis leurs entreprises. Puis ça, ben, c'est assez vital là, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre comme on le connaît ici. Donc, vous comprendrez que c'était très important pour moi de m'associer à la Fondation du CEMEC en tant qu'une députée qui a à cœur le rayonnement et le développement de sa région. Puis je constate déjà, en ayant travaillé un petit peu avec les gens qui sont derrière la Fondation, le dynamisme qu'il y a. Alors, ça allait de soi d'accepter de m'y joindre. Comme on l'a dit, c'est des milliers de dollars qui ont été amassés dans les dernières années. Il y a encore des beaux objectifs de financement, mais pour ça, on a besoin des gens. Donc, c'est un peu un appel à tous et à toutes aujourd'hui que je fais, un appel à la population de s'impliquer puis de donner. Ça peut faire toute la différence. Puis c'est pas seulement de donner, mais c'est de s'impliquer pour la réussite des jeunes puis le maintien des jeunes chez nous. Donc, je serai là au tournoi de hockey, très probablement. Là, je sais pas si je pourrai jouer, s'il y a une catégorie filles peut-être. Sinon, je vais être présente autant qu'il faire se peut pour soutenir la Fondation, maintenir le cap puis s'assurer que cette campagne de financement, cette 17e campagne de financement soit un beau succès. Pour ça, on a besoin de vous. Donc, parce que nos jeunes de la Matapédia le méritent, puis notre vallée le mérite aussi. Je vous remercie. La Fondation, c'est ce que vous entendez, ce que vous voyez du dynamisme, de l'investissement. C'est une chance pour moi d'être au cœur de la Fondation parce que depuis 16 ans, écoutez, il y a 16 ans, c'est Alfred Morin qui a parti cette Fondation-là, qui est toujours au CA. Donc ça, c'est assez épatant. Après ça, tu l'as dit, Sébastien Bouliane a pris la relève et maintenant, Alexandre depuis 1 an. Oui. Puis, bon, ben, c'est un drôle, vous souriez, là, mais en fait, Alexandre était au rendez-vous, on avait le goût de s'impliquer, Sébastien, et tout le monde trouvait que c'était un beau président pour la Fondation. Puis, tout le monde était aussi d'accord que Christina, année après année, on a besoin de président d'honneur, donc Christina était la parfaite présidente d'honneur. Alors, c'est un hasard, un bel hasard, là, que je me retrouve avec vous deux. Mais c'est ça, la Fondation, écoutez, c'est des gens qui sont à toutes les rencontres. C'est épatant. Des CA, j'en ai fait quelques-uns, puis c'est difficile d'avoir l'assiduité des gens. Au CA de la Fondation, il y a du personnel. Je vois Annie qui est là. Il y a Cindy, Véronique. Il y a toujours du personnel qui est là-dessus. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens de l'extérieur, des gens investis, des gens qui veulent, qui donnent, qui y croient. Donc, c'est ce qui fait en sorte que d'année en année, on a des beaux résultats. On soutient les étudiants, comme vous l'avez très bien dit. Un étudiant qui veut venir au CEMEC, mais tout en jouant au hockey ou au volleyball ou peu importe, au badminton à Rimouski, ben, il est aidé par la Fondation parce qu'on veut le garder, cet étudiant-là. Mais on lui dit, ben, on va t'aider financièrement, puis tu pourras faire ton sport au cégep de Rimouski, en fait, et tu voyages pour aller... Année après année, on vit ces situations-là d'étudiants qui sont heureux d'être ici, puis qui sont heureux aussi de pratiquer leur sport. Écoutez, la Fondation, c'est vraiment une fierté pour le Centre matapédien. Depuis plusieurs années, on sera là, le personnel en grand nombre pour le tournoi de hockey du fin avril. Merci beaucoup. Alexandre et Christina, vous vous retrouvez, frères et sœurs, bravo pour la Fondation du CEMEC. Et puis, ben, c'est en tant que présidente d'honneur, de quelle façon tu comptes t'investir là, cette année?
Bien, je trouvais que c'était une super belle façon de m'impliquer avec la Fondation parce que c'est la meilleure façon de retenir nos jeunes en région. J'en ai parlé beaucoup dans la campagne électorale depuis le 21 octobre aussi. Donc, ça allait de soi pour moi de m'impliquer. Puis moi, j'ai pas bénéficié d'un programme spécifique de la Fondation ou quelque chose pour me permettre d'allier travail-études ou sport-études. Mais ce qu'on offre aux jeunes de chez nous en ce moment, c'est super intéressant. Donc, moi, j'ai le goût de le faire rayonner puis d'en parler. Donc, c'est ça un petit peu mon rôle aujourd'hui. Tu as déjà été joueuse de hockey. Il y a un match qui se prépare. J'aimerais en connaître un peu plus là, sur ce fameux match à la fin d'avril. Oui, bien, dans le fond, ça va être un tournoi qui va être organisé, un tournoi, une formule 3 contre 3. Il va y avoir différentes catégories, une classe compétition, une participation. Puis, on reste à déterminer la troisième classe, ça va être 40 ans ou 50 ans et plus. Donc, on veut ratisser large pour avoir le plus haut taux de participation. Puis, au niveau du fonctionnement, 3 contre 3, bien, c'est assez inhabituel comme formule. C'est 6 joueurs par équipe, donc c'est très facile de réunir une équipe. On ne freine pas justement les gens parce qu'on a justement l'obstacle là, de réunir beaucoup de gens pour un week-end de 3 jours. Donc, on pense qu'on va être en mesure de réunir beaucoup d'équipes, d'amasser beaucoup de fonds. On disait qu'on visait les particuliers cette année là, parce que 70 % de nos contributions, c'est les entreprises, les municipalités, mais on veut aussi obtenir la contribution des particuliers. Puis un tournoi de cette façon-là, je pense que c'est une façon plutôt amusante d'aller chercher une belle contribution de notre public matapédien. Et Christina, est-ce que tu vas pouvoir jouer? Ça serait vraiment intéressant là, de deviner quel est le numéro de Christina Michaud. Ça pourrait être une loterie, je ne sais pas. Oui, bien là, tu me mets plein d'idées en tête. On va penser à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire autour de ça pour ramasser encore plus d'argent parce que c'est ça l'objectif. Puis, mais c'est sûr que ça me ferait plaisir de chausser les patins. Il va falloir que je les fasse aiguiser. Mais ouais, c'est une bonne idée peut-être, si jamais. Puis, c'est ça que je trouve le fun, pas obligé de faire une catégorie filles, mettons. Peut-être que ce sera mix, on ne sait pas. On verra avec le nombre de gens qui sont intéressés aussi à participer. Puis on fera peut-être quelque chose avec ça. Je vous tiens au courant. Et puis, bien, avec les dons en ligne, ça a été rodé l'année passée. Cette année, on y va à fond là, pour les particuliers. Exactement. Dans le fond, l'année passée, le site avait été mis sur pied, mais on était beaucoup en période de rodage. Cette année, on va vraiment le publiciser, que ça va être possible de faire les dons en ligne. Donc, on le voit, là, justement, quand c'est plus facile d'accès sur Internet, bien, c'est sûr que les gens sont plus portés à donner. Donc, ça va être vraiment mis de l'avant. Puis, on espère qu'on va avoir une belle participation à ce niveau-là. Alors, go l'équipe Michaud pour la Fondation Saint-Meg. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Cosmos Matapédia vous facilite la vie en ayant rassemblé dans un guide toutes les activités gratuites qu'il est possible de faire dans la Matapédia pour l'hiver. On rencontre Myriam Landry pour vous en parler davantage. Myriam, Cosmos publie encore des activités gratuites dans la Matapédia et c'est divisé par secteur. Oui. Dans le fond, ça fait depuis 2017 qu'on publie un genre de petit dépliant, qu'on pourrait dire, là, avec un ramassé de toutes les activités gratuites dans la région, autant culturelles que sportives, que, exemple, la soupe populaire à Moisson-Vallée, tout ce qui est gratuit finalement. Puis on sépare ça par 3 secteurs, Est, Ouest et Centre. Et c'est 3 fois par année. Dans le fond, on a une édition d'hiver qui vient de sortir, l'édition d'été, l'édition d'automne. Et c'est ça. Dans le fond, elle est disponible à différents endroits côté papier, comme notre babillard Cosmos qui est situé au Family Prix d'Amqui. Mais c'est surtout un document plus web. Dans le fond, ça fait qu'il est disponible sur notre Facebook et sur notre site Internet, bien sûr, de Cosmos, Matapédia. Oui, c'est écrit petit. Il y a beaucoup d'activités, là. C'est incroyable, tout ce qu'il y a de gratuit. Oui, on a grossi le format, justement, cette fois-ci, parce que, bon, on a des partenaires qui offrent beaucoup de gratuité. On est chanceux, puis on peut pas dire qu'il se passe rien parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est ça, le format a augmenté, là, du 11-17, fait que c'est plus gros que c'était. Merci beaucoup. Et puis, ben, il y a d'autres activités qui s'en viennent, là. On va en discuter dans une autre entrevue. Merci, Myriam. Merci beaucoup. Vincent Dufour de la Régie des matières résiduelles intermunicipales est dans nos studios pour vous rappeler que l'utilisation du bac brun est maintenant devenue un incontournable dans la Matapédia.
Vincent, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler du bac brun cette fois-ci. C'est pas encore tout à fait ancré là, dans la tête de tous là, que ça peut être vraiment rentable au bout du compte. Bien, effectivement, dans le fond, on sait que le bac brun est implanté ici dans la Matapédia en 2015. C'est quand même assez récent. Quand on compare avec le bac bleu aussi, quand ça a été implanté, ça a pris du temps avant que les gens s'habituent. Puis là, maintenant, moi, en tout cas, j'ai grandi qu'il y a pratiquement tout le temps eu un bac bleu. Ouais. Puis, fait que ça devient un automatisme. Quand on a des feuilles de papier, ça va là. Quand un carton de lait, ça va dans le bac bleu. Le bac brun, bien, c'est ça. C'est en développement où est-ce qu'on essaie de créer l'habitude de vie chez les gens, puis éventuellement, bien, ça va être quelque chose que tous les gens vont participer. Déjà, on l'a vu dans les endroits où ça a été implanté, qu'il y a toute une augmentation à chaque année. Puis on le voit dans nos tonnages aussi, là, il y a une augmentation à chaque année par rapport à la participation. Donc, on va en venir à un moment où, comme le bac bleu, nos rues sont remplies de bac brun le jour de la collecte. Mais ça reste quand même, on se pose souvent la question parce qu'on sait que nos matières vont à l'usine de biométhanisation à Rivière-du-Loup. Et Rivière-du-Loup, c'est pas la porte d'à côté, c'est à 150 km. Est-ce que ça vaut la peine... Mais les déchets aussi se rendent là. Bien, les déchets aussi se rendent là. Est-ce que ça vaut la peine de collecter tout notre bac brun pour envoyer ça à Rivière-du-Loup? Lorsqu'on parle, parce qu'on est beaucoup dans l'urgence climatique, on dit qu'il faut réduire nos gaz à effet de serre, il faut ralentir qu'est-ce qui se passe, les changements climatiques. Donc, on crée des gaz à effet de serre en roulant des camions pour ramasser des matières, pour envoyer ça en traitement à une usine de biométhanisation à Rivière-du-Loup. Et la même chose avec nos déchets, où on prend des camions pour envoyer des matières à l'enfouissement. Donc, ça vaut-tu la peine le bac brun, surtout comparé au bac à déchets? La réponse, évidemment, est oui. Je n'aurais pas fait une chronique. La réponse était non, puis j'aurais encore moins supporté l'idée qu'on participe au bac brun. Si on prend, parce que là, dans le fond, on va parler de différents produits, différents gaz à effet de serre. Il y a le CO2, ce qui est généré par les autos quand elles roulent, par les camions, lorsqu'on respire, des choses comme ça. Et c'est souvent le gaz qu'on utilise pour quantifier les gaz à effet de serre. Et nos matières organiques, lorsqu'elles vont à l'enfouissement, il faut penser que, vu qu'elles se décomposent sans oxygène, elles vont créer un gaz qui s'appelle le méthane, qui est un gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant que le CO2. Donc, pour le bénéfice de notre exercice aujourd'hui, on va parler d'équivalent CO2. Donc, un CO2, puis du méthane, c'est 25 CO2. Donc, 25 équivalents CO2 parce que c'est 25 fois plus puissant donc, par rapport à ça. Donc, si on prend l'exercice de dire on fait une collecte porte-à-porte dans chacune des rues pour le bac brun, on va porter ça à notre centre de transfert qui est situé à Montjoly, qu'après ça, on met ça dans un plus gros camion pour pouvoir transporter le plus de matière possible en même temps et qu'on envoie ça à 150 km à Rivière-du-Loup. Évidemment, le camion fait un aller-retour. Donc, on prend le gaz qui est généré par ce transport-là. Et évidemment, il faut soustraire à ça qu'est-ce qu'on évite à l'enfouissement. Donc, le méthane qui aurait été créé si on avait envoyé à l'enfouissement versus le fait qu'on ne le crée pas et qu'on l'utilise même lorsqu'on l'envoie à biométhanisation, qu'après ça, évidemment, c'est utilisé comme compost dans les champs agricoles et que le gaz est dans le but d'être créé du biogaz qui va être revendu et réutilisé. Donc, est-ce qu'on sauve? Donc, la réponse est oui. On sauve à peu près l'équivalent de 600 tonnes équivalent CO2. Donc, 600 tonnes, évidemment, monsieur, madame, tout le monde, ça veut dire quoi, 600 tonnes? Ça donne 84 000 arbres par année. Okay. Donc, ça fait... Il faudrait planter 84 000 arbres par année. Ça te fait une bonne forêt. Oui, 84 000 arbres qui fonctionnent bien. Ça représente, si on prend une voiture, si toi et moi, on s'en va en voiture là, 4,2 millions de kilomètres. Un méchant road trip. Un méchant road trip, c'est 10 fois la distance Terre-Lune. Et on s'entend que la Lune n'est pas à côté. Donc, c'est pour ça que ça vaut... c'est par année. C'est par année. C'est ça qu'on sauve par année d'utiliser notre bac brun actuellement, selon les efforts actuels en plus. Parce qu'évidemment, on parle d'environ 1000 tonnes de matière qui est évitée de l'enfouissement présentement dans Matapédia et la Métis. Et on pense qu'on pourrait aller en chercher facilement le double au niveau résidentiel. Et là, on va regarder pour l'implanter au niveau commercial. Donc, on va aller en chercher encore plus. Et évidemment, c'est toutes des matières qu'on détourne de l'enfouissement. Donc, qu'on ne fait pas juste mettre dans un trou et qu'après ça, c'est là, ça ne bouge plus, puis qu'on laisse ça aux générations futures, c'est des choses qu'on va être
réutiliser, recycler pour faire autre chose et qui va servir, entre autres, quand je jette dans les champs agricoles, bien évidemment, on fait pousser des patates qu'on va manger. Donc, Mais ça pue faire du compost. Mais pourtant, les déchets aussi. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont tellement traumatisés par l'odeur du compost alors qu'on la retrouvait dans les déchets. c'est les mêmes matières, ça pue, il y a des mouches et tout ça, mais pourtant, c'est les mêmes matières. Moi, j'ai vu bien souvent des bacs à déchets qui avaient des mouches aussi. Là. C'est pas... dans le fond, évidemment, il y a des trucs et astuces pour éviter ça. On sait que les sacs de plastique compostables sont acceptés maintenant dans le bac. Gérer ça avec un sac de plastique compostable ou un sac de plastique normal dans les poubelles. Un sac de plastique compostable, ferme ça, on met ça dans le bac brun, puis ça évite beaucoup de problématiques liées aux odeurs et possiblement aux mouches ou aux vers. Le papier journal aussi. Il y a le papier journal également. Lorsqu'on l'enveloppe, les mouches, ils ne peuvent pas l'atteindre, ils ne peuvent pas pondre leurs œufs, donc il n'y a pas de verre. Il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent la technique du congélateur, donc ils mettent ça dans un contenant dans le congélateur, mettent leur matière quand un contenant est plein ou proche de la collecte, ils vont vider ça dans leur bac brun. Ça évite parce qu'évidemment, quand c'est congelé, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas rien. Il y a 1001 astuces pour pouvoir éviter tous ces problèmes-là et de favoriser la participation, rendre ça plus facile. Puis même, ça va même jusque au quotidien, comment on gère ça. Évidemment, quand on épluche des patates, si on met déjà un journal, on épluche dessus, ramasse le journal, met ça là-dedans, problème réglé. On garde le bac proche du comptoir, évidemment, parce que c'est là qu'on génère des matières. Puis c'est tellement simple. Le geste est le même entre vider une assiette dans une poubelle et vider une assiette dans le bac brun lorsqu'on a fini de manger, qu'il reste des restes. Il n'y a pas de raison de ne pas participer. C'est aussi simple que ça. Alors, espérons aussi pour les entreprises que... Là, je pense qu'il va y avoir vraiment une démarche là, qui va s'amorcer prochainement. Oui, voilà, on est en train de regarder ça, comment on va implanter ça. Puis ça va être une bonne quantité qu'on va pouvoir détourner là, au niveau des restaurations, alimentation, des plus grosses entreprises. Donc, c'est ça qu'on est en train de travailler actuellement. Merci beaucoup, Vincent. Et puis, c'est toujours facile de trouver toutes les coordonnées sur le site web. Voilà, écorégie.ca ou en me téléphonant 418-629-2053, le poste 1138. Merci, Vincent. Eh bien, c'est déjà tout pour Info.tvc de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle encore une fois qu'il faut jouer au Télébingo de ce dimanche, 12h30. Et aussi, en grande primeur, cette semaine, la saison 2 de Héritage qui commence avec un invité spécial, M. Laval-Morin. Dites-le à vos amis, partagez sur Facebook, sur vos réseaux sociaux, la bonne nouvelle. Merci beaucoup et bonne semaine! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.